c'est-à-dire les transparents sur les modulations analogiques. Plus particulièrement, on était arrivé à la modulation d'amplitude. On avait commencé par la modulation d'amplitude classique, donc l'AM. Donc comme vous voyez, ici, on est dans le domaine temporel. Petit rappel de ce qu'on a fait avant la fin la semaine dernière. Ça, c'est l'équation du signal AM dans le domaine temporel. Et vous voyez que, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le message qui contient l'information, donc M de t, par une porteuse sinusoïdale à une fréquence FC beaucoup plus élevée que la fréquence du message. Et la particularité de la modulation d'amplitude AM, c'est qu'il y a ce terme plus en qui est ici dans l'équation, et qui fait que, au final, le facteur qui se trouve ici entre crochets, et qui multiplie la porteuse, on s'arrange en gros pour qu'il y ait toujours le même signe, qu'il soit toujours positif. Donc, petit exemple sur la figure ici, vous avez un exemple de message M de t ici qui peut être aussi bien positif que négatif. Une fois qu'on a multiplié M de t par un coefficient de sensibilité qui va bien et qu'on a fait le plus en, en gros on obtient la courbe ici en pointillé, ici au-dessus. Vous voyez que cette courbe est toujours strictement positive. Okay, et tout ça va multiplier la porteuse en cosinus, et ça va donner la courbe ici en trait continu. Si on n'a pas bien choisi la sensibilité Ka qui est là, le fait de faire plus 1 ici peut éventuellement être insuffisant pour que le facteur entre crochets soit toujours strictement positif. Et c'est le cas de la figure de droite, où vous voyez que si on regarde la courbe en pointillé, qui représente le facteur 1 plus Ka M de t, cette courbe en pointillé, ici elle est positive, 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 et puis ici malheureusement elle passe par 0 et elle passe en négatif. Donc là on a un petit problème. Pourquoi? Parce que quand on va multiplier le cosinus, le cosinus lui par définition il peut être aussi bien positif que négatif, l'amplitude qui est supposée multiplier le cosinus, cette amplitude elle peut elle-même changer de signe. Et donc quand on a des changements de signe ici dans cette partie de la figure, on ne sait pas très bien si le changement de signe vient du facteur d'amplitude entre crochets ou s'il vient du cosinus. Okay, donc on ne sait plus séparer ce qui vient de la porteuse de ce qui vient de la modulation d'amplitude elle-même. Donc si on revient à la figure B ici au milieu où les choses se passent bien, on s'est arrangé, on a bien choisi la valeur de la sensibilité de manière à ce que le facteur 1 plus KM de t soit toujours strictement positif. On voit que finalement, ce qui nous intéresse au niveau de la démodulation, c'est d'essayer de récupérer la figure en pointillé, la courbe en pointillé. Okay. Donc le signal qu'on va mesurer physiquement à l'entrée du récepteur, c'est la courbe continue, celle qui est aussi à haute vitesse, au même rythme que la porteuse. Et à partir de ce signal qu'on mesure en sortie du canal, donc à l'entrée du récepteur, on voudrait bien trouver un moyen de restituer ici la courbe en pointillé. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un détecteur de crête. Et le détecteur de crête, comme son nom l'indique, il va détecter les maxima successifs de la porteuse et il va en gros interpoler entre les maxima successifs de manière à reconstituer la courbe ici en pointillé. Alors comment on fait pour fabriquer un détecteur de crête? Avec un petit circuit très simple, constitué d'une diode, un condensateur et une résistance. Et le principe, c'est que tant que le signal modulé, donc le signal en continu ici, qui se trouve donc à l'entrée de la diode, est inférieur au signal détecté. Le signal détecté, si tout se passe bien, c'est un signal qui va ressembler à la courbe en pointillé. Okay. Donc tant que la courbe en continu est inférieure à la courbe en pointillé, c'est-à-dire la plupart du temps, la diode va être bloquante, et donc on va se retrouver simplement avec un condensateur qui se décharge à travers une résistance. Donc le circuit de détection, il se trouve ici. Vous voyez ici, vous avez en gros l'équivalent de Thévenin correspondant à la source de signal qui est le signal modulé, qui est donc appliqué ici à l'entrée de la diode.
Et à la sortie de la diode, vous avez le condensateur et la résistance. Okay, et donc la plupart du temps, le signal ici à gauche de la diode sera plus bas que le signal à droite de la diode. Donc à gauche de la diode, c'est le signal modulé qu'on mesure à la sortie du canal. À droite de la diode, ben, c'est le signal détecté, c'est-à-dire démodulé, qui pour bien faire devrait ressembler à la courbe en pointillé. Et comme la plupart du temps, le signal de gauche est plus bas que le signal de droite, ben, la diode va être bloquante. C'est logique. Et donc qu'est-ce qui se passe quand la diode est bloquante? On se retrouve simplement avec un condensateur qui se décharge lentement à travers une résistance. Et donc ce qui va se passer, les coups, à chaque fois que le signal modulé redescend, hein, au niveau de la courbe en pointillé, vous allez avoir le condensateur qui se décharge lentement à travers la résistance, et donc suffisamment lentement pour que le résultat reste assez proche de la courbe en pointillé. Et puis, ce qui va se passer, regardez où est mon curseur, voilà, par exemple, le condensateur se décharge à travers la résistance, jusqu'à cet endroit-là où vous voyez que la courbe en trait continue remonte et va dépasser mon curseur. À ce moment-là, la diode va de nouveau rentrer en conduction, et hop, le signal détecté à droite de la diode va être à 0,6-0,7 volts près, équivalent au signal d'entrée à gauche de la diode. Et le signal détecté remonte jusqu'au maximum local de la porteuse. Et puis là, le signal modulé redescend à toute vitesse, et à ce moment-là, la diode se bloque à nouveau, et on se retrouve avec un condensateur qui se décharge à travers une résistance, et on redescend, et ainsi de suite. Et ainsi, de proche en proche, on a, à la sortie du détecteur de crête, bien, un signal qui va ressembler assez fort au signal ici, en trait pointillé. Vous voyez que le circuit de détection est tout simple, et ça nous arrange bien, parce qu'on veut avoir des détecteurs qui soient utilisables par le plus grand nombre, par le grand public, et qui ne coûtent pas cher. Et donc en détecteur aussi simple que ça, on n'a pas trop de soucis à se faire, on n'a pas de problème particulier à résoudre pour déployer ce genre de détecteur. C'est bon marché, et donc historiquement, quand l'électronique était encore relativement chère, on ne pouvait pas se permettre de distribuer des équipements électroniques complexes au grand public, et on était content d'avoir une modulation d'amplitude qui pouvait se démoduler avec des circuits bon marché. D'où le fait que, historiquement, cette modulation d'amplitude AM a été la première à être développée à grande échelle. Et comme on a vu la fois passée, elle a deux gros défauts, du point de vue de l'ingénieur, hein, c'est que, ok, on a bien économisé les euros, on s'est arrangé pour avoir un système qui se détecte, qui se démodule pour pas trop cher, mais malheureusement, on a un petit peu gaspillé les watts et on a un petit peu gaspillé les hertz. Alors, pourquoi? Petit rappel, pour bien comprendre ce double gaspillage, on revient dans le domaine fréquentiel. Donc si ça, c'est l'expression temporelle du signal modulé AM, l'expression fréquentielle, elle est là. On passe de l'un à l'autre simplement en appliquant la transformée de Fourier. Et on voit qu'on a deux défauts, entre guillemets. Le premier défaut, c'est la présence des deux flèches verticales, ici, qui sont les deux deltas de Dirac, et qui correspondent au spectre de la porteuse toute seule. Le fait qu'on ait un morceau de porteuse toute seule, ça vient directement du plus 1 qui est là. Du fait qu'on a un plus 1, si on distribue ici l'équation, on va avoir une somme de deux termes, et un des deux termes, c'est simplement AC fois cosinus de pi fct. Donc ça, c'est une porteuse qui est toute seule. Et cette porteuse qui est toute seule, elle ne transporte pas d'informations. Donc, entre guillemets, elle ne sert à rien du point de vue de la communication. Par contre, elle consomme des watts. Parce que ce terme AC cosinus de pi fct, qui donne un spectre correspondant aux deux deltas de Dirac qui sont là, eh bien, ce terme, il consomme une certaine puissance. Et donc finalement, le rapport qualité-prix, si je puis dire, il est très mauvais parce qu'on consomme des watts et on transporte zéro information. Alors à quoi ça sert? Ça sert à faire en sorte que le détecteur de crête fonctionne. S'il n'y avait pas le plus 1 qui est là, on ne serait pas dans le cas de la figure B, on serait plutôt dans quelque chose qui ressemble à la figure C en permanence, c'est-à-dire avec un signal modulé dont l'amplitude instantanée n'arrête pas de changer de signe, parfois c'est positif, parfois c'est négatif, et dans ce cas-là, le détecteur de crête, il ne peut pas marcher. Donc c'est le prix à payer pour qu'on ait un détecteur de crête qui fonctionne en tant que démodulateur,
c'est de gaspiller un peu de puissance en mettant de la puissance sur la porteuse. Et puis le deuxième inconvénient, donc, c'est qu'on gaspille des hertz, on gaspille un petit peu de bande passante. Pourquoi? Parce que si on observe à quoi ressemble le spectre du signal modulé, et si on se concentre ici sur les fréquences positives, parce que bon, on sait bien que mathématiquement, par symétrie, dans les fréquences négatives, il va y avoir quelque chose de semblable à ce qu'on a dans les fréquences positives. Mais ça, c'est juste des mathématiques, c'est pas très intéressant si on raisonne en tant qu'ingénieur et qu'on se pose la question, finalement, quel est mon budget de bande passante? À ce moment-là, on se concentre sur ce qui se passe dans les fréquences positives. Et donc, si on se concentre ici sur ce qui se passe dans les fréquences positives, on voit que on a à la fois en lobe latéral inférieur et en lobe latéral supérieur, donc mon demi-triangle gris clair et mon demi-triangle gris foncé, qui sont en fait tous les deux redondants l'un par rapport à l'autre, dans le sens où mathématiquement, en fait, on peut reconstruire le premier à partir du deuxième ou bien le deuxième à partir du premier. Par les propriétés de symétrie de la transformée de Fourier, en fait, ces deux triangles, si on revient au spectre initial du message, qui se trouve ici dans la figure A, vous voyez qu'on a un triangle ici à gauche dans les fréquences négatives et un triangle ici à droite dans les fréquences positives. Ces deux triangles sont identiques par symétrie, ils sont simplement miroirs l'un de l'autre, et donc ils contiennent la même information. Et bien, ces deux triangles qui sont miroirs l'un de l'autre, on les retrouve entièrement, mais au niveau des fréquences positives cette fois-ci, une fois qu'on observe le spectre du signal modulé. Et donc on voit que le spectre du signal modulé, finalement, il va d'une fréquence fc-w à fc plus w, et donc la bande passante totale qui va être consommée, c'est 2W Hz. Et 2W Hz, c'est deux fois plus que ce qui serait strictement nécessaire. Et c'est quoi qui serait strictement nécessaire? C'est une fois W. W, je vous rappelle, regardez dans la figure A ici, W, c'est la fréquence maximale du message. Donc le spectre du message, il contient des composantes dans la bande qui va de 0 Hz à W Hz. Okay, donc W, c'est la bande passante du message, et malheureusement, on voit que le signal modulé, il occupe une bande passante utile, dont la taille totale, c'est 2W, donc c'est deux fois plus que ce qui serait strictement nécessaire. Donc gaspillage de Hertz en plus des gaspillages de watts. Voilà, donc ça c'est un petit rappel de ce qu'on a vu la fois passée, c'est la modulation d'amplitude historique. Et par rapport à cette modulation d'amplitude historique, après sont venus d'autres types de modulation d'amplitude, on va voir qu'ils vont résoudre en partie ou totalement les inconvénients qu'on vient d'évoquer maintenant. Et on va voir que ces modulations d'amplitude qui sont venues un petit peu plus tard historiquement, ce sont des modulations linéaires. Alors, si les modulations d'amplitude dont on va parler à partir de maintenant sont des modulations linéaires, indirectement, ça doit vous évoquer l'idée que celle-ci, qu'on vient d'étudier ensemble, celle-ci, elle est non linéaire. Alors, c'est pas forcément évident quand on le dit comme ça, mais quand vous observez l'équation qui est ici, finalement, qu'est-ce qui me fait dire que cette équation est non linéaire? Alors, non linéaire par rapport à quoi? Non linéaire, c'est par rapport au message M de t. Donc, l'équation du signal modulé AM telle qu'elle se trouve ici, moi je prétends qu'elle est non linéaire par rapport au message. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Elle vient d'où cette non-linéarité? Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi est-ce que l'équation qui est là est non linéaire par rapport au message? Personne ne se mouille? C'est parce qu'on a du cosinus? C'est parce qu'on a un produit? C'est parce qu'on a le plus 1? C'est quoi qui fait que c'est non linéaire, d'après vous? Bon. Alors,
La question qu'il faut se poser, c'est imaginer que plutôt que d'avoir un seul message M de T, on ait par exemple deux messages, M1 et M2. Ok ? Bon, si on veut être tout à fait rigoureux, on devrait envisager même une combinaison linéaire de messages. Alpha 1 fois M1 plus alpha 2 fois M2. Ok ? Mais bon, pour faire simple, imaginons qu'on ait simplement la somme de deux messages, M1 et M2. Est-ce que, si on considère que la modulation de M1 va donner le signal modulé S1, et que la modulation de M2 va donner le signal modulé S2, est-ce qu'on peut dire aussi que la modulation de M1 plus M2 va donner comme résultat S1 plus S2? Si la réponse est oui, alors la modulation est linéaire. Si la réponse est non, alors la modulation est non linéaire. Ok ? Alors, M1, ça va donner quoi? Bah, ça va donner AC fois 1 plus KA M1 fois cosinus. M2, ça va donner quoi? Ça va donner AC fois 1 plus KA M2 fois cosinus. Et maintenant, si mon message, il est égal à M1 plus M2, bah, ça va donner AC fois 1 plus KA fois M1 plus M2, le tout fois cosinus. Est-ce que ça, c'est la même chose que S1 plus S2? Ben, vous voyez que non. Et pourquoi non? Parce qu'on aura 2 fois AC fois cosinus. Non, c'est parce que c'est à cause du plus 1. Le plus 1, vous allez devoir le compter deux fois. Oui. Donc quand vous allez faire S1 plus S2, oui, c'est ça que tu as voulu dire peut-être, oui, d'accord. Donc tu auras effectivement 2 fois AC fois cosinus, plus KAM cosinus, plus KAM1 cosinus, plus KAM2 cosinus. Oui. Donc cette non-linéarité, elle vient du plus 1. S'il n'y avait pas le plus 1, on pourrait dire que la modulation est linéaire. Donc on pourrait dire que la modulation de M1 plus M2, c'est la même chose que la modulation de M1 plus la modulation de M2. Mais à cause du plus 1 qui est là, ben cette relation linéarité, elle n'est pas vraie, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas vérifiée. Ok ? Et ça implique, on verra plus tard quand on verra l'effet du bruit sur la démodulation, ben, ça implique des comportements non désirables qui font qu'on a par exemple un effet de seuil et que il faut avoir un rapport signal à bruit qui soit déjà suffisamment bon pour que la démodulation se fasse correctement. Sinon, les performances vont se dégrader très vite. Ce qui est caractéristique en fait des modulations non linéaires. On verra aussi un petit peu plus tard dans la modulation de fréquence, la modulation FM, que c'est aussi une modulation qui est non linéaire. Et donc en FM, on aura aussi un effet de seuil au niveau des performances par rapport au bruit. Les choses sont plus simples à analyser quand on a affaire à des modulations linéaires, et il se fait que les modulations d'amplitude qu'on va voir maintenant sont des modulations linéaires. Donc passons maintenant aux modulations d'amplitude linéaires. Donc la forme générale de ces modulations d'amplitude, elle est donnée par l'équation ici au-dessus. Donc vous voyez, S de t, c'est une première composante, et pour l'instant on ne sait pas encore ce que c'est, on va voir un petit peu plus tard, une première composante qui multiplie le cosinus de la porteuse, plus ou moins, peu importe, une deuxième composante, SQ de t, qui multiplie le sinus de la porteuse. Donc en règle générale, pour définir n'importe quelle modulation d'amplitude linéaire, on a généralement besoin de deux composantes, SI et SQ, qui sont en fait des signaux en bande de basse, des signaux en basse fréquence. En fait, ça va être des signaux qu'on va fabriquer à partir du message. Okay ? Et il y aura donc une première composante qui va multiplier la porteuse en cosinus et une deuxième composante qui va multiplier la porteuse en sinus. Et en fonction de ce qu'on met derrière ces deux variables SI et SQ, eh bien, on aura les différentes sortes de modulation linéaire d'amplitude. Donc ces deux composantes SI et SQ, on les appelle les composantes en phase et en quadrature. Alors le mot quadrature, ça vient du fait que quand vous représentez dans le plan complexe une porteuse en cosinus et une porteuse en sinus,
ben, il y a un déphasage de 90 degrés entre les deux, et donc quand vous dessinez les deux axes, ça forme un cadran. Okay, d'où le mot Q pour la lettre Q pour le mot quadrature. Donc quand vous avez la composante SQ de t qui module le sinus qui est déphasé de 90 degrés par rapport au cosinus de la porteuse, ben on utilise ce terme quadrature. Le I qui est là, pour SI de t, c'est in phase, c'est le I de in phase. Okay, donc ce sont des notations anglo-saxonnes habituelles pour ces deux composantes qui ont à retenir simplement des signaux en bande de base qui multiplient respectivement le cosinus et le sinus de la porteuse. Et donc ces deux composantes, en phase et en quadrature, on va les fabriquer à partir du message. Et qu'est-ce qu'on va faire subir au message, en général, pour obtenir SI et SQ? Ben, plutôt des opérations linéaires de type filtrage. Donc on va filtrer le message, et la sortie du filtre, ce sera, ben, pour le premier filtre, SI de t, pour le deuxième filtre, ce sera SQ de t. Donc ces deux versions filtrées du message, on va simplement les multiplier avec le cosinus et le sinus de la porteuse, et puis on va faire la somme des deux résultats, et on obtiendra le signal modulé. Ça, c'est la forme générale. Et vous voyez qu'il n'y a pas de plus 1 ici, contrairement à la modulation AM qu'on a vue au début du cours. Et donc, en fait, on peut vérifier que dans cette formule générale, la propriété de linéarité est bien satisfaite. Donc si on applique ce qu'on vient de dire à la somme de deux messages, M1 et M2, ben, on va obtenir deux signaux modulés, S1 et S2. Et puis si d'un autre côté on décide d'appliquer ce qu'on vient de dire directement à la somme M1 plus M2, on va obtenir un signal modulé qui sera bien égal à S1 plus S2. Donc, quelle que soit la manière de filtrer le message pour obtenir SI et SQ respectivement, le résultat sera toujours bien une modulation linéaire. Alors, le cas le plus simple à comprendre, c'est quand il n'y a pas ce deuxième terme, quand on a simplement le premier terme qui est là, c'est-à-dire une composante en phase qui multiplie le cosinus de la porteuse. Et ce cas qui est le plus simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle, c'est la première ligne du tableau ici, c'est ce qu'on appelle la modulation DSB-SC. Alors ça veut dire quoi? C'est un acronyme anglais. Le DSB, il veut dire Double Sideband. Donc, c'est quoi des sidebands? Rappelez-vous ce qu'on a vu sur le spectre de la modulation d'amplitude. On parlait de lower sideband et de upper sideband. Ce sont donc les lobes latéraux en français qui représentent le spectre du signal modulé à gauche et à droite de la fréquence porteuse. Donc si on a du double sideband, ça veut bien dire que les deux lobes latéraux sont présents. Il y a aussi bien le lobe qui est à gauche de la fréquence porteuse que le lobe qui se trouve à droite de la fréquence porteuse. Donc le fait que ce soit du double sideband, déjà on sent que c'est la même chose que ce qu'on a vu pour la modulation AM. Et le DSB-SC, que signifie le SC? Ben, ça signifie, en anglais, donc, suppressed carrier. En français, à porteuse supprimée. Suppressed carrier, hein, porteuse supprimée, si je reviens de nouveau à ma figure ici avec le spectre de la modulation AM, ben, ça veut dire porteuse supprimée, ça veut dire que les deux deltas de Dirac, hein, les deux flèches qui sont là, on les a enlevées. On a enlevé la porteuse toute seule. Alors elle venait d'où la porteuse toute seule? Rappelez-vous, elle venait du plus 1 qui est ici. Donc on a supprimé ce plus 1, simplement. C'est ça que ça veut dire suppressed carrier. Et effectivement, comme on dit que le signal in phase, c'est le message, il n'y a même pas besoin de passer à travers un filtre, c'est le message lui-même, et que le signal en quadrature SQ de t, ben c'est 0. Donc vous remplacez dans l'équation qui est là, vous remplacez SI de t par le message et vous remplacez SQ de t par 0. Il reste simplement que le signal modulé, ben c'est le message fois la porteuse. Et on a viré le plus 1. Donc on a effectivement, grâce au fait qu'on a enlevé le plus 1, ben on a enlevé la transmission de la porteuse toute seule. Et on ne transmet plus que le produit du message avec la porteuse.
Donc la modulation DSB-SC, c'est simplement le message multiplié par la porteuse. Point final, rien d'autre. Ok ? Et qu'est-ce qui se passe au niveau spectral dans ces cas-là ? Ben, au niveau spectral, si on revient à la figure de tout à l'heure, on aura exactement la même chose qu'ici, avec les 2 deltas de Dirac en moins. Et donc on va simplement retrouver le spectre du message de part et d'autre de la fréquence porteuse. Avec donc le lobe latéral inférieur et le lobe latéral supérieur. Donc on va continuer à occuper une bande passante 2 fois plus élevée que le strict nécessaire, donc 2W. Donc on va continuer à gaspiller des hertz, mais on va arrêter de gaspiller des watts, parce qu'on ne transmet plus les 2 deltas de Dirac qui sont là. Donc ça, c'est la plus facile à comprendre, c'est la DSB-SC. Et pour la DSB-SC, donc on voit que le deuxième terme qui est là n'existe pas, il est nul. Et puis, ben, on vient de voir qu'on a résolu que la moitié des problèmes. On a résolu le gaspillage des watts, mais on n'a pas résolu le gaspillage des hertz. On consomme toujours une bande passante qui est 2 fois plus élevée que ce qu'on voudrait bien. Et donc, pour régler le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter au signal DSB un terme supplémentaire qui va venir au niveau spectral interférer avec ce spectre-ci, de manière à supprimer un des 2 lobes. Hein, soit on veut garder uniquement le lobe supérieur et on va essayer d'éliminer le lobe inférieur, soit au contraire on veut garder uniquement le lobe inférieur et on va essayer de supprimer le lobe supérieur. Et pour ce faire, on doit rajouter un terme dans l'équation. Ce terme va venir interférer au niveau spectral avec le premier terme, de manière à effacer ce qu'on veut effacer. Et ce terme qu'on va venir rajouter dans l'équation pour obtenir l'effet voulu, bah, ce sera le deuxième terme de la somme ici. Ce sera le fameux SQ de t fois le sinus de la porteuse. Okay, donc en DSB, on ne se fatigue pas, on n'a pas de deuxième terme, et donc on n'efface pas un des 2 lobes, tandis que dans les autres types de modulation linéaire, on va venir rajouter ce terme supplémentaire qui va avoir pour effet d'effacer ou d'atténuer un des 2 lobes. Donc on verra qu'il y a deux variantes, il y a la SSB et la VSB. Alors si DSB, ça voulait dire double sideband, je pense que vous avez deviné que SSB, ça veut dire single sideband. Donc ça veut dire qu'on transmet un seul lobe latéral, soit celui du bas, soit celui du haut. Du fait qu'on transmet un seul lobe latéral, on résout notre problème de gaspillage de fréquence, et on revient à une bande passante, hein, qui sera la moitié de celle-ci. Hein, donc si on transmet uniquement le triangle gris clair ou bien uniquement le triangle gris foncé, dans un cas comme dans l'autre, on ne consomme que W Hz de bande passante. Et donc on divise par 2 la bande passante du signal modulé. Et puis, il y a des cas où c'est pas possible, on verra pourquoi. Et dans ce cas-là, on va faire les choses à moitié. C'est-à-dire que plutôt que de transmettre complètement un des 2 lobes et pas du tout l'autre, ben on va transmettre en grosse partie un des 2 lobes et aussi un petit bout de l'autre. Donc quelque part, on va aller mettre le curseur quelque part entre le mieux qu'on peut faire, c'est-à-dire consommer WHz, et le pire qu'on peut faire, c'est-à-dire consommer 2WHz. Et en bougeant ce curseur entre W et 2W, ben on va consommer par exemple 1,1 fois W, ou 1,2 fois W, ou 1,3 fois W. Voilà, on dépasse le curseur entre les 2 extrêmes. Et ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la VSB. Alors VSB, c'est Vestigial Sideband. En français, il y a un mot dérivé qui veut dire le vestige, qu'on utilise plutôt en archéologie. Hein. Un vestige, c'est un morceau. C'est un morceau qui a survécu. Okay, donc le vestigial sideband, c'est il y a un lobe latéral qu'on transmet, plus un morceau de l'autre lobe. Et dans les 2 cas, aussi bien en single sideband qu'en vestigial sideband, on peut choisir quel est le lobe qu'on conserve. C'est celui du bas ou celui du haut. Donc il y a chaque fois 2 variantes possibles. Donc finalement, il y a 4 combinaisons. Hein. Soit on fait du single sideband avec le lobe supérieur, soit on fait du single sideband avec le lobe inférieur, soit on fait du vestigial sideband avec le lobe supérieur, soit on fait du vestigial sideband avec le lobe inférieur. Et dans ces 4 combinaisons,
on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on met derrière le signal en phase SI de t, et qu'est-ce qu'on met derrière le signal en quadrature SQ de t? Et la réponse, elle est à chaque fois donnée dans le tableau qui est là. Où vous voyez qu'en général, ce qu'on met derrière le signal SI de t, donc le signal qui multiplie le cosinus de la porteuse, ben, la plupart du temps, c'est simplement le message lui-même. Donc il n'a pas vraiment été filtré, c'est le message directement, bon, avec un facteur en demi, ça c'est juste un... Et par contre, qu'est-ce qu'on met du côté SQ de t, donc dans le deuxième terme de l'équation ici? Ben, en général, c'est, oubliez le facteur en demi qui n'est qu'un détail, là c'est une version filtrée du message. Dans le cas SSB, le filtre, c'est le filtre de Hilbert, dont on a parlé ensemble la fois passée. Rappelez-vous que le filtre de Hilbert, c'est un filtre qui décale toutes les composantes spectrales de 90 degrés. Donc typiquement, c'est un filtre qui va transformer en sinus en cosinus, ou bien en cosinus en moins sinus. Ok ? Et donc on met un petit chapeau au-dessus de M pour dire que c'est la transformée de Hilbert. Et dans le cas VSB, alors on utilise la notation M' de t, et on verra un petit peu plus loin que M' de t, c'est la sortie d'un filtre bien particulier qu'on va appliquer au signal, au message M de t. C'est un petit peu plus compliqué dans le cas de la VSB. Et pour passer du lobe supérieur au lobe inférieur ou inversement, c'est bêtement un jeu de signes. C'est-à-dire que le SSB à lobe supérieur, on met un signe plus des deux côtés, tandis que pour faire du SSB à lobe inférieur, ben, on met un signe plus pour SI de t et un signe moins pour SQ de t. Et en changeant simplement les signes relatifs de l'un par rapport à l'autre, on parvient à changer le résultat et soit d'effacer le lobe supérieur, soit d'effacer le lobe inférieur. Voilà, donc ça c'est le cadre général des modulations linéaires qui sont obtenues en appliquant l'équation générale qui se trouve ici. Alors on va zoomer un petit peu donc, sur la première variante, qui est la DSB-SC, donc Double Sideband Suppressed Carrier. Alors dans le domaine temporel, on a la partie supérieure de la planche, dans le domaine fréquentiel, on a la partie inférieure. Alors, si on regarde le schéma ici, on va utiliser ce qu'on appelle un product modulator. Un product modulator, donc c'est un organe électronique qui va effectuer le produit des deux signaux qui se présentent à son entrée. Ce qui n'est pas évident. En électronique, c'est très simple d'additionner les signaux, mais c'est pas évident de faire le produit de deux signaux. Et donc en général, ça se fait à l'aide d'une non-linéarité. En fait, on commence par additionner les deux signaux. Ensuite, on applique une non-linéarité à la somme. Et quand on applique une non-linéarité à la somme, il y aura notamment une élévation au carré. Et vous savez, quand on fait une somme de deux signaux et puis qu'on élève le tout au carré, et qu'on développe, eh bien dans le développement, il va apparaître quelque part en double produit. Et donc comme par magie, on va réussir à isoler finalement le produit des deux signaux. Donc c'est pas trivial, c'est pas évident hein, de multiplier deux signaux entre eux. Donc on ne va pas s'attarder maintenant sur le contenu électronique exact de ce qu'il y a dans le product modulator, hein, mais retenez que ce n'est pas une opération triviale. Et finalement, mathématiquement, ce qui va se passer, c'est que l'électronique qui va bien va réussir à générer le produit de la première entrée, donc, qui est le message, et de la deuxième entrée, qui est la porteuse. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en faire davantage, parce que le signal DSB-SC, c'est simplement le produit du message avec la porteuse. Et donc c'est bien en sortie directement le signal S de T qu'on va trouver. Et donc, en exemple ici, hein, vous avez le message qu'on avait déjà utilisé dans la M, vous voyez, qui oscille à basse fréquence, hein, donc qui n'a une bande passante qui est limitée à W Hz, hein, il ne varie pas très vite. Et le message, donc, qui par définition peut être aussi bien une tension positive qu'une tension négative. Donc ce message est supposé véhiculer une information qu'on veut transmettre de l'émetteur vers le récepteur. Et puis ici à droite, vous voyez le résultat de la modulation, donc c'est-à-dire le signal S de T, qui est le produit du message avec la porteuse. Et donc en trait continu, vous avez le signal S de T.
Et les courbes en traits pointillés représentent en fait l'amplitude instantanée et l'opposé de l'amplitude instantanée. Donc ici, par définition, on va avoir ce qu'on appelle des phase reversals à chaque fois que le message va changer de signe. Donc vous voyez que la courbe en pointillé, qui est l'amplitude instantanée du signal modulé, ben, elle passe par 0 forcément à chaque fois que le message passe par 0, et elle passe aussi par 0 à chaque fois que la porteuse passe par 0, ce qui arrive beaucoup plus souvent. Mais donc une fois de temps en temps, le passage par 0, il ne sera pas dû à l'oscillation de la porteuse, il sera dû au fait que le message passe par 0. Et ça, ben, on ne sait pas distinguer l'un de l'autre. Okay, donc on ne sait pas avec un détecteur de crête aller démoduler ce signal-là, parce qu'au passage par 0 qui est là, on ne sait pas faire la différence entre un passage par 0 dû au premier facteur ou un passage par 0 dû au deuxième facteur. Donc pour démoduler, il va falloir trouver quelque chose de plus intelligent qu'un détecteur de crête. Et on verra à la planche suivante comment on fait. Ensuite, ici, on a ce qui se passe au niveau fréquentiel. Et donc, on est reparti sur le même exemple où on a supposé que le message avait un spectre triangulaire, ce qui est une hypothèse purement gratuite. C'est juste parce qu'il faut bien se choisir un exemple. Et donc, le spectre étant limité à W Hz, bah, par symétrie de la transformée de Fourier, le spectre du message ira donc de moins W à plus W. Et une fois qu'on aura multiplié le message par la porteuse pour obtenir le signal modulé S de t, ben rappelez-vous qu'une multiplication dans le domaine temporel, ça donne lieu à une convolution dans le domaine fréquentiel. Donc on va convoluer le spectre du message qui est représenté ici avec le spectre du cosinus. Et le spectre du cosinus, vous vous rappelez que c'est une paire de delta de Dirac. Il y a un delta de Dirac ici à la fréquence moins fc. Il y a un deuxième delta de Dirac ici à la fréquence plus fc. Et qu'est-ce qui se passe quand on convolue un signal avec un delta de Dirac? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on translate ce signal et on le déplace à l'endroit où se trouve le delta de Dirac. Et donc ici, comme on convolue avec deux deltas de Dirac, un premier qui est à moins fc, un deuxième qui est à plus fc, ben on va faire un double copier-coller du spectre qui est là. Le premier copier-coller qui va venir le déplacer non pas autour de 0, mais autour de moins fc, et le deuxième copier-coller qui va venir déplacer ce triangle, non plus autour de 0, mais autour de plus fc. Et le spectre du signal modulé, ben c'est simplement le double triangle qui est représenté ici dans la figure B. Okay, et donc chacun de ces deux doubles triangles a une largeur totale qui vaut 2W. Et donc les hertz qu'on va vraiment consommer, c'est ceux qu'on regarde uniquement dans les fréquences positives, et on voit qu'on continue à consommer 2W Hz, qui est donc toujours 2 fois plus élevé que le strict nécessaire. Alors ça, c'était la modulation DSB. Maintenant, la démodulation. La démodulation, comme j'ai dit, elle ne peut plus se faire à l'aide d'un détecteur de crête. Donc on va utiliser une nouvelle technique qui s'appelle la détection cohérente. Donc la détection cohérente, c'est la technique de démodulation qui s'applique à la DSB. Alors, c'est représenté par le schéma ici en dessous à gauche. Vous voyez qu'ici, on a le signal S de t, donc qui est le signal DSB. Donc S de t, c'est le message fois la porteuse. Excusez-moi. Oui. Juste la slide précédente, j'ai pas compris pourquoi on consomme juste 2W, pas 4W. Pourquoi on a pris juste le côté positif en compte? Parce que c'est uniquement au niveau mathématique que, par symétrie de la transformée de Fourier, tout ce qu'on dessine dans les fréquences positives va d'office se retrouver par effet miroir dans les fréquences négatives. Parce que ce qu'on représente ici, c'est le spectre d'un signal réel, et les propriétés mathématiques de la transformée de Fourier font que le résultat est symétrique. Okay, mais donc, le fait qu'on ait la même chose dans les fréquences négatives, ça ne veut pas dire qu'on consomme une bande passante supplémentaire. C'est juste une propriété mathématique. En fait, quelque part, on ne doit pas regarder ce qui se passe dans les fréquences négatives, et on doit considérer que
le spectre il démarre à 0 et il va jusqu'à la fréquence infinie. Merci. Ok? Oui, merci. Ok, donc je reviens ici à ma détection cohérente. Donc j'ai mon signal S de t qui va rentrer dans le récepteur et ce que je voudrais bien faire, c'est le démoduler. Donc quand je dis que je veux le démoduler, ça veut dire que j'aimerais bien essayer de retrouver le message M de t qui est caché à l'intérieur. Comment je vais faire pour retrouver ce message M de t? Eh bien, je vais de nouveau utiliser un product modulator. Donc le product modulator, c'est le petit morceau d'électronique qui va bien et qui est capable de faire le produit des deux signaux qui se présentent à son entrée. Okay, donc mathématiquement, je vais simplement multiplier S de t par quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est une réplique de la porteuse. Donc mathématiquement, c'est la même chose que la porteuse qu'on a utilisée dans l'émetteur, sauf qu'ici, on n'est pas dans l'émetteur, on est dans le récepteur. Okay, on est peut-être à plusieurs kilomètres de l'émetteur. Et donc, on a besoin d'avoir un petit morceau d'électronique qui va, dans le récepteur, générer une réplique, une copie, si vous voulez, de la porteuse, c'est-à-dire avec, pour bien faire, la même fréquence et la même phase. Peu importe l'amplitude de la porteuse, et on va parler de local oscillator. Pourquoi est-ce qu'il est local, cet oscillateur? Parce qu'il est situé dans le récepteur. Okay, il n'est pas question d'aller chercher, d'aller tirer un fil entre l'émetteur et le récepteur pour aller récupérer le signal de porteuse qui a été généré dans l'émetteur. C'est pas comme ça que ça marche. Donc le récepteur est prié d'avoir l'électronique qui va bien pour être capable lui-même de générer une copie de la porteuse. Donc le job n'est pas très compliqué, hein, on lui demande juste d'être capable de générer un signal sinusoïdal qui oscille à la bonne fréquence. Alors ça, déjà en soi, c'est pas trivial, parce que la bonne fréquence, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Hein, donc on va ici, dans le cadre de ce cours, faire l'hypothèse que l'électronique est suffisamment précise pour que la fréquence de l'oscillateur local qui se trouve dans le récepteur soit à peu près correcte. En pratique, il y aura toujours une petite erreur de fréquence résiduelle. Hein. Donc imaginez qu'on ait une porteuse, je ne sais pas moi, à 100 MHz dans l'émetteur. Ben, peut-être que l'oscillateur local qui est implémenté dans le récepteur, il ne sera pas tout à fait à 100 MHz, il sera peut-être à 99,9 MHz. Et peut-être qu'il pourrait être à quand tout va bien à 20 degrés, mais que s'il fait un petit peu plus froid et qu'il n'y a que 10 degrés, ben, l'effet de la température va faire qu'il oscille un petit peu plus lentement ou un petit peu plus vite. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, c'est que finalement l'électronique qui va implémenter cet oscillateur local ne sera pas parfaite, et donc la fréquence de la porteuse ici ne sera pas tout à fait égale à Fc. Mais pour se simplifier la vie, on va faire comme si c'était exactement Fc. Okay, par contre, là où les choses sont plus compliquées, c'est d'avoir la bonne phase. Pourquoi? Parce que si on suppose que la porteuse contenue dans S de t se présente ici avec un déphasage qui est nul, alors c'est quoi un déphasage qui est nul? Ça veut dire simplement que à l'instant t égale 0, on a bien un cosinus de 0 qui est égal à 1. Okay, pour peu qu'on déplace un petit peu l'origine du temps, hein, la porteuse pourrait être légèrement déphasée. Et l'oscillateur local qui est là, au moment où on l'allume, il ne sait pas très bien quelle est la phase avec laquelle il doit osciller entre 0 et 360 degrés. Et donc, pour peu qu'il soit déphasé par rapport à la porteuse qui est contenue dans S de t, de manière générale, on va supposer que son expression mathématique, ce sera cosinus de 2pi fct plus phi. Et phi, c'est donc le déphasage que va avoir la porteuse générée par mon oscillateur local, et phi, a priori, peut valoir n'importe quoi entre 0 et 360 degrés. Okay, donc ce qu'on aimerait bien, pour que notre démodulateur fonctionne bien, ce qu'on aimerait bien, c'est que phi soit quasiment égal à 0. Mais à moins d'avoir un bon génie qui nous souffle dans l'oreille à quelle phase il faut se mettre, a priori, on ne sait pas comment y arriver. Donc il va falloir trouver des artifices pour générer la porteuse locale ici avec la bonne phase. Supposons qu'on ait réussi à le faire, et donc on ait trouvé un moyen de générer une porteuse locale
non seulement avec exactement la fréquence fc, mais en plus exactement le bon déphasage phi qui est à peu près égal à 0. Bien à ce moment-là, dans notre récepteur, on va fabriquer, à l'aide du modulateur produit qui est là, eh bien, on va fabriquer le produit de S de t avec la porteuse locale. Et le résultat de ce produit, on va l'appeler V de t. Donc c'est V de t, c'est S de t multiplié par la porteuse locale. Et rappelez-vous, c'est quoi S de t? S de t, c'est lui-même le produit du message avec la porteuse de l'émetteur. Donc finalement, V de t, c'est un double produit. C'est le message fois la porteuse de l'émetteur fois la porteuse du récepteur. Ok? Donc on va avoir cosinus fois du cosinus. Et là, il faut se rappeler cette bonne vieille formule de Trigo. Hein, qu'est-ce qui se passe quand on multiplie deux cosinus entre eux? Cos fois cos, ça donne quoi? Lointain souvenir? Cos fois cos, c'est... Pardon? On ne divise pas la fréquence par 2? Il y a de ça, ouais. Donc quand on fait cos A fois cos B, en gros, c'est 1/2 fois cosinus de A plus B, plus 1/2 fois cosinus de A moins B. Ok? Ben, donc on va appliquer cette fameuse formule de Trigo ici. Donc j'ai un premier cosinus qui est caché ici à l'intérieur de S de t. Combien est-ce qu'il vaut déjà? Voilà, S de t, c'est ça. Hein, donc S de t, c'est ça. Donc dans S de t, il y a cosinus de 2pi fct. Et puis le deuxième cosinus, il est là. C'est cosinus de 2pi fct plus phi. Donc j'ai cos fois cos. Ça va faire le 1/2 qui est ici fois cosinus de la somme. Alors la somme, c'est combien? Ben, c'est 2pi fct plus 2pi fct plus phi. Au total, ça fait 4pi fct plus phi. Okay, donc le 1/2 cosinus de la somme, ça va me donner le premier terme de l'équation qui est là. Et puis j'ai 1/2 fois le cosinus de la différence. Qu'est-ce que ça va me donner, ça? Ben, la différence, c'est quoi? C'est 2pi fct moins 2pi fct moins phi. Donc je vais me retrouver avec du cosinus moins phi. Rappelez-vous que cosinus moins phi et cosinus plus phi, c'est la même chose. Hein, donc ça donne le deuxième terme qui est là. Donc par la bête application de la formule de Trigo d'un produit de cosinus, mon signal V de t ici, qui est à la sortie de mon product modulator, je pourrais l'écrire comme ça. Alors qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? On est en train d'essayer de récupérer le message M de t qui est caché à l'intérieur de S de t. Donc le but du jeu, c'est d'éliminer la porteuse et de retrouver le message M de t tout seul sans la porteuse. Première étape qu'on vient d'appliquer, c'est... Monsieur, petite question. Ouais. On part du principe que la phase de la porteuse émetteur et porteuse de récepteur, c'est la même chose? Non, donc on a explicitement mis en plus phi qui est là. Donc le phi, il représente le déphasage entre les deux porteuses. Ok. Et on verra après ce qui se passe quand phi vaut 0. Ça va. Alors, donc ici, je me suis dit arrangé pour, dans une première étape, calculer un signal V de t, qui mathématiquement peut s'écrire comme ça. Dans ces deux termes, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui m'intéresse et un autre qui ne m'intéresse pas, à votre avis? Le but du jeu étant de récupérer le message M de t. Dit autrement, lequel de ces deux termes-là ressemble le plus à M de t? C'est clairement le deux. Pardon? Le deuxième? C'est clairement le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est quoi tous ces facteurs qui viennent multiplier M de t dans le deuxième terme? Ben, c'est tous des constantes. Hein. Oui. Donc en gros, le deuxième terme, à toute une série de constantes près, c'est la même chose que le message. Hein, tous ces facteurs-là, en gros, ne dépendent pas du temps. Par contre, dans le premier terme qui est là, ben, ici j'ai un machin qui dépend terriblement du temps. C'est quoi ça? Cosinus de 4pi fct plus phi. En fait, cosinus de 4pi fct plus phi, c'est simplement une porteuse qui oscille 2 fois plus vite que celle qu'on a utilisée jusqu'à maintenant.
Donc, cette porteuse-là, elle aussi a une fréquence 2FC. Et donc, finalement, le premier terme qui est ici, c'est quoi? C'est une porteuse à une fréquence 2FC qui multiplie le message. Et c'est quoi ça, le produit d'une porteuse avec le message? Ça devrait vous dire quelque chose. Le produit d'une porteuse avec le message, eh ben, c'est un signal DSB. Ok? Si on avait utilisé dans l'émetteur une DSB avec une porteuse 2 fois plus rapide, on aurait obtenu ce produit-là, cosinus de 4πfct fois m de t. Donc en fait, le spectre de ce premier terme, c'est les deux triangles, ici à la fréquence moins 2fc, et ici à la fréquence plus 2fc, qui sont représentés dans la figure en bas à droite. Okay? Donc ce triangle-là, plus ce triangle-là, représente le spectre du premier terme de l'équation. Et le deuxième terme de l'équation qui est là, c'est juste toutes des constantes fois le message. Ça a quoi comme spectre? Ben, ça a comme spectre le triangle ici, au milieu, celui qui est autour de la fréquence nulle. Et qui représente en fait le spectre du message. Et comme le but du jeu, c'est de récupérer le message et uniquement le message, parce que je suis en train de démoduler mon signal, donc démoduler, ça veut dire que j'enlève l'effet de la porteuse, je récupère le message qui est caché à l'intérieur du signal modulé. Ben, à la sortie de ma première étape ici, j'ai tout ça comme spectre. C'est-à-dire j'ai trois choses. J'ai un triangle à gauche, un triangle au milieu, un triangle à droite. Et en fait, la seule chose qui m'intéresse, c'est le triangle au milieu. Les deux autres triangles, j'aimerais bien pouvoir les éliminer. Comment est-ce que je vais faire pour les éliminer d'après vous? Ben, on voit bien que ce qui m'intéresse est en basse fréquence et ce qui me perturbe est en haute fréquence. Donc il y a un moyen pour résoudre ce problème-là. Ça s'appelle un filtre passe-bas. Le filtre passe-bas, il va faire quoi? Ben, il va conserver tout ce qui va de 0 à W, donc la même chose symétriquement à la fréquence négative, et par contre, tout ce qui est au-delà de W, il va l'effacer, donc y compris mon triangle ici, autour de la fréquence 2fc. Donc si j'applique un filtre passe-bas sur mon signal V de t en sortie de mon modulateur en produit, je vais obtenir ici en sortie uniquement le deuxième terme qui est là, le deuxième terme de la somme, et qui lui est proportionnel au message, donc j'ai bien effectué une opération de démodulation, j'ai bien récupéré mon message m de t. Pour ça, on a besoin donc de deux étapes. Première étape, multiplication par une réplique locale de la porteuse. Deuxième étape, filtre passe-bas. Ça va? Alors, j'ai fait donc une hypothèse un petit peu optimiste pour obtenir mon démodulateur tel que je l'ai représenté ici. C'est que j'ai supposé que j'étais capable d'implémenter un oscillateur local qui oscille à la bonne fréquence et avec une phase phi qui était proche de 0. En pratique, on aura une phase, donc en déphasage phi, qui sera non nulle. Ça va être quoi l'effet du déphasage sur le signal démodulé? Donc le signal démodulé, ce sera juste le deuxième terme ici. Et vous voyez que plutôt que d'avoir, ici à 3 constantes près, plutôt que d'avoir le message, j'aurai le message fois cosinus phi. Donc quand phi est nul, bah, cosinus phi vaut 1 et tout va bien. J'ai mon message multiplié par 1. Par contre, qu'est-ce qui va se passer quand phi va commencer à grandir et, par exemple, on pourrait imaginer que phi s'approche dangereusement des 90 degrés. Qu'est-ce qui va se passer quand phi vaut 90 degrés? Bah, cosinus phi sera égal à 0. Et donc, plutôt que de récupérer mon message en sortie, je vais récupérer 0. Ok? Le fait qu'on récupère 0 plutôt que le message qu'on cherche à récupérer, ça s'appelle le quadrature null effect. Donc, pour peu que vous ayez un oscillateur local qui se trompe de 90 degrés dans sa phase d'oscillation par rapport à ce qu'il devrait faire, vous allez faire disparaître votre signal démodulé. Et donc le but du jeu, ça va être d'asservir en fait la fréquence de l'oscillateur local utilisé dans le récepteur, de manière à ce que sa phase soit la plus proche possible de la phase de la porteuse contenue dans S de t. Okay.
Et le résultat ne sera jamais parfait, c'est-à-dire que vous n'allez jamais réussir à avoir un déphasage phi qui sera nul, mais vous allez essayer de faire en sorte que ce déphasage soit le plus petit possible. Mais en permanence, il va falloir maintenir, si vous voulez, la synchronisation à la fois en fréquence et en phase de la porteuse locale. Donc toujours s'arranger pour que la fréquence FC soit la bonne. Hein, si elle se met à augmenter pour une raison ou pour une autre, on peut imaginer des dérives en température, par exemple. Hein. Eh bien, si FC se met à augmenter, il faut le détecter, il faut le corriger. Si le déphasage phi, qui était à peu près égal à 0, commence à augmenter, il faut le détecter et corriger. Donc tout ça n'est pas trivial. Alors une manière d'y arriver, c'est une méthode qu'on appelle la boucle de Costas. On va voir de quoi il s'agit. Donc vous voyez ici, j'ai un système un petit peu plus compliqué que ce qu'on vient de voir ensemble. Alors pas de panique, c'est pas si compliqué que ça. Comment ça fonctionne? Alors, on a ici à l'entrée du système notre fameux signal DSB-SC, donc je vous rappelle Double Sideband Suppressed Carrier, dont l'équation vous est même rappelée, hein, l'équation du signal qui se présente ici à l'entrée, donc c'est le message M de T fois la porteuse, donc fois cosinus de pi FCT. Ok? Et donc on a explicitement supposé que le déphasage ici à l'entrée du récepteur était nul. Hein, on n'a pas écrit 2 pi FCT plus phi, on a écrit 2 pi FCT implicitement plus 0. Alors, ce message DSB, pardon, ce signal DSB qui se présente ici à l'entrée, il va passer dans deux branches, la branche du haut, qui est là, et la branche du bas, qui est là. Donc, si vous regardez bien la branche du haut qui est là, vous allez voir que ça correspond exactement au démodulateur qu'on a vu à la planche précédente. Donc ça, c'est le détecteur cohérent. Donc je vous rappelle qu'il est constitué de deux étapes. Une première étape qui est un product modulator, qui va donc multiplier le signal d'entrée avec une réplique locale de la porteuse. Qu'on écrit donc, comme d'habitude, cosinus de pi FCT plus phi, phi étant explicitement le léger déphasage inévitable entre la porteuse générée localement et celle qui est cachée dans le signal d'entrée ici. Et puis, la deuxième étape, c'est le fameux filtre passe-bas. Donc, vous vous rappelez à quoi il sert, ce filtre passe-bas, hein, c'est que s'il n'y avait pas le filtre passe-bas, ben, on aurait tout ça en sortie. On veut éliminer le triangle de gauche et le triangle de droite pour ne conserver que le triangle du milieu. Donc, on a besoin d'appliquer un filtre passe-bas pour éliminer les composantes à haute fréquence. Donc, tout ça correspond aux deux boîtes qui sont ici dans la branche du haut de votre boucle de Costas. Et puis, comme on l'a vu dans la planche précédente, hein, le résultat de ces deux étapes, ça va être de conserver uniquement le deuxième terme ici. Hein. Donc on le réécrit là, le deuxième terme il est là, hein, 1/2 AC cosinus phi fois m de t. Donc à des constantes près, on a simplement le message multiplié par cosinus phi, et on a vu que si phi était proche de 0, ben cosinus phi sera proche de 1, et donc le résultat qu'on obtient ici, c'est bien à peu près le message. Légèrement atténué par le cosinus phi, mais si phi reste un petit angle, ben, l'atténuation va rester raisonnable. Et donc, on a le droit de dire que le signal qui se présente ici en sortie de la branche du haut, c'est effectivement le signal démodulé. On a démodulé le signal modulé qui était ici à l'entrée, on l'a démodulé parce qu'on a effacé l'effet de la porteuse, et on a récupéré simplement le message tout seul. C'est bien ça le but d'un démodulateur. Et puis la particularité de la boucle de Costas qui est là, c'est qu'en plus de la branche du haut, hein, qu'on a vu déjà dans la planche précédente et qui correspond simplement en détecteur cohérent, eh bien on rajoute une branche qui ressemble très fort en bas. Et dans la branche du bas, vous voyez qu'il y a les mêmes ingrédients, c'est-à-dire le même product modulator et le même filtre passe-bas. Et c'est quoi la différence entre la branche du haut et la branche du bas? Ben, c'est que autant la branche du haut, on l'attaque par le cosinus de la porteuse générée localement, et bien la branche du bas, elle, on l'attaque non plus avec le cosinus, mais avec le sinus de la porteuse générée localement. Donc pour être sûr qu'il y a bien un déphasage de 90 degrés entre les deux,
en fait, on prend la porteuse en cosinus et on la déphase explicitement de 90 degrés, de manière à transformer le cosinus de la porteuse en sinus de la porteuse. Ok? Donc, ici, on a un cosinus de la porteuse avec un déphasage phi, et ici, on a un sinus de la porteuse avec le même déphasage phi. De manière on veut être sûr que les deux soient déphasés d'exactement 90 degrés. Ok? Et donc, si on reprend tout le raisonnement qu'on a fait sur le détecteur cohérent, mais cette fois-ci, on remplace le cosinus de la porteuse locale par un sinus de la porteuse locale, ben, nos fameuses équations de Trigo là qu'on a utilisées tout à l'heure, ben, cette fois-ci, plutôt que de multiplier cos par cos, on va multiplier cos par sin. Ok? Et le produit d'un cosinus par un sinus, ben, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, plutôt que d'avoir cosinus de la somme et cosinus de la différence, on peut montrer qu'on va avoir sinus de la somme et sinus de la différence. Ok? Et donc le sinus de la somme, lui, il va disparaître de la même manière par le filtre passe-bas qu'on a rajouté dans la branche du bas. Hein, et il va rester ici en sortie, non plus comme ici le cosinus de la différence, mais le sinus de la différence. Et donc on va se retrouver avec le message qui sera non plus multiplié par cosinus phi, mais le message qui sera multiplié par sinus phi cette fois. Hein, donc en s'assurant pour que les porteuses locales qui attaquent la branche du haut et la branche du bas soient exactement déphasées entre elles de 90 degrés, ben, on s'arrange pour produire simultanément en haut le message fois cosinus phi et en bas le message fois sinus phi. C'est le même phi en haut qu'en bas. C'est ça qui est important. Et pour être sûr qu'on ait le même phi en haut qu'en bas, il faut absolument que les deux porteuses locales ici, en cosinus et en sinus, soient bien décalées de parfaitement 90 degrés l'une par rapport à l'autre. Donc finalement, on a fabriqué, en parallèle du signal démodulé ici, on a fabriqué le message multiplié par sinus phi. Ça, c'est ce que nous donne la branche du bas. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce machin? En fait, on aimerait bien trouver un moyen d'estimer phi. Ok? Alors, quand la boucle de Costas fonctionne bien et qu'on est en rythme de croisière, ce qui va se passer, c'est que phi va être petit. Alors, qu'est-ce qui se passe quand phi est petit? Quand on a un petit angle, combien vaut cosinus phi, combien vaut sinus phi? Vous vous rappelez combien valent le cosinus et le sinus d'un petit angle? Alors, cosinus phi quand phi est petit, ça va être proche de 1. Sinus phi quand phi est petit, ça va être proche de phi. Donc l'approximation, c'est sinus x est à peu près égal à x quand x est petit. Donc la branche du bas, hein, mathématiquement, rigoureusement, elle va produire un signal qui est proportionnel à sinus phi. Mais si phi est petit, ben, sinus phi, c'est à peu près la même chose que phi. Et donc la branche du bas, elle va nous sortir un signal proportionnel à phi. Donc quand tout va bien et que phi est nul, la branche du bas va sortir 0. Par contre, quand phi va se mettre à augmenter, ben, la branche du bas va sortir un signal qui augmente linéairement par rapport à phi, parce que sinus phi est à peu près égal à phi. Donc on pourrait utiliser la branche du bas pour dire, ben oui, voilà, j'ai un signal qui est proportionnel à phi, et plus ce signal augmente, plus j'ai une erreur de phase, et plus je dois corriger ici la phase de mon oscillateur local. Alors comment est-ce que je fais pour corriger la phase de mon oscillateur local? J'utilise ce qu'on appelle un VCO, c'est-à-dire un Voltage Controlled Oscillator. Donc un oscillateur contrôlé en tension. C'est quoi ça, un oscillateur contrôlé en tension? En fait, c'est un bout d'électronique qui génère une porteuse avec une fréquence nominale, qui sera dans ce cas-ci la fréquence FC. Mais pour peu qu'on lui applique un signal de contrôle à son entrée qui soit positif ou négatif, eh bien, le signal de sortie va avoir une fréquence d'oscillation qui va augmenter ou diminuer par rapport à la fréquence nominale FC. Donc si on applique un signal
de contrôle positif à l'entrée du VCO, il va osciller légèrement plus vite que FC. Si on applique un signal de contrôle négatif à l'entrée du VCO, il va osciller à une fréquence légèrement plus faible que FC. Ok ? Et c'est exactement de ça qu'on a besoin ici. Parce que si tout à coup les choses ne se passent pas bien et que le déphasage phi se met à augmenter, ben, il faut qu'on le détecte. On le détecte grâce à la branche du bas, et la branche du bas va nous donner un signal qui sera un signal de dérive, si vous voulez, qui va servir à contrôler l'oscillateur pour lui dire « Ah, attention, là, on a un déphasage qui augmente, il faut que tu oscilles un petit peu plus vite pour rattraper ton retard. » Ou au contraire, si on a un déphasage légèrement négatif, il va dire « Ah, ben, là, il faut que tu oscilles un petit peu trop vite, tu as un déphasage négatif, donc il faut absolument que tu ralentisses un petit peu, et donc on va utiliser le signal de contrôle pour lui dire de ralentir et d'osciller moins vite, de manière à contrebalancer le déphasage qui commence à se créer. » Donc la branche du bas, elle sert à ça, elle sert à générer un signal de correction qui est proportionnel à phi. Et il est bien proportionnel à phi parce qu'en fait, on voit que mathématiquement, il est proportionnel à sinus phi et qu'on peut faire l'hypothèse que phi est en petit angle, donc sinus phi est à peu près égal à phi. Alors, il y a une boîte supplémentaire dans ce schéma qui s'appelle un phase discriminator et qui, grosso modo, va multiplier il fait à peu près la même chose que le product modulator. En gros, il va multiplier les signaux qui se présentent à son entrée, et donc on va se retrouver avec du cosinus phi fois sinus phi fois m carré de t. Alors cosinus phi fois sinus phi, à un facteur 1/2 près, c'est la même chose que sinus 2 phi. Donc à la sortie du phase discriminator, on va avoir un signal qui est proportionnel à sinus 2 phi, et sinus 2 phi, quand phi est petit, c'est à peu près égal à 2 phi. Donc le signal qui se trouve ici à la sortie du phase discriminateur, il est aussi proportionnel à phi de la même manière que celui-là. Mais il est proportionnel non plus cette fois-ci à m de t, mais à m carré de t. Ok ? Parce qu'on a fait le produit des deux signaux, donc on a du sinus 2 phi fois m carré de t. Et ça c'est très important parce que quand on veut corriger le déphasage, il faut être sûr de le corriger dans le bon sens. Il faut être sûr de dire au VCO, là maintenant il faut que tu accélères, ou au contraire, là maintenant il faut que tu ralentisses. Ok ? Et si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas utilisé ce fameux phase discriminator, on aurait fabriqué un signal de contrôle ici, qui aurait été directement proportionnel à sinus phi fois m de t. Oui, mais m de t, c'est le message. Et le message, il peut être aussi bien positif que négatif. Donc là, en fonction du signe instantané du message, pour une valeur de phi donnée, bah, quand le message est positif, on aurait eu une correction dans un sens, quand le message est négatif, on aurait une correction dans l'autre sens. Donc de temps en temps, ça aurait marché, de temps en temps, ça n'aurait pas marché. Alors qu'en multipliant le cosinus phi m de t de la branche du haut avec le sinus phi m de t de la branche du bas, ben on obtient de nouveau un signal de contrôle ici qui est proportionnel à phi, mais qui cette fois-ci est proportionnel à m carré de t. Et m carré de t, ça a toujours le même signe. C'est toujours positif. Donc là, on risque plus de se tromper. Ok ? Donc on peut piloter ici le voltage control d'oscillator avec un signal qui non seulement est proportionnel à phi, mais qui ne va pas changer de signe au gré du signe instantané du message m de t. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement global de la boucle de Costas. Vous voyez que donc en permanence, on contrôle la fréquence d'oscillation de la porteuse locale en ajoutant, si vous voulez, une branche inférieure qui va sortir un signal qui sera proportionnel à phi et au message. Et puis on combine la branche du haut avec la branche du bas pour fabriquer un signal qui est proportionnel à phi et au carré du message. Et donc il ne dépendra plus du signe du message. Et donc ce signal qui n'est plus proportionnel finalement qu'à phi servira à instruire l'oscillateur local pour lui dire d'osciller un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement, de manière à maintenir en permanence une erreur de phase phi qui soit proche de 0.
Voilà pour la boucle de Costas. Alors, un petit mot sur la modulation d'amplitude en quadrature. Donc on vient de voir une technique de modulation qui s'appelle la DSB et qui consiste à prendre un message M de T et à le multiplier avec une porteuse en cosinus de manière à obtenir ici en sortie du modulateur produit M de T fois la porteuse. Ok ? En fait, rien ne nous oblige dans l'émetteur à utiliser une porteuse en cosinus. On pourrait très bien décider d'utiliser plutôt une porteuse en sinus. Ok ? Et en fait, on peut faire les deux. Et donc dans la figure A qui se trouve ici à gauche, on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a utilisé un premier modulateur DSB avec un premier message M1 de T et une porteuse en cosinus. Et puis en bas, on a utilisé un deuxième modulateur DSB avec cette fois-ci un deuxième message M2 de T et une porteuse en sinus. Et pour être sûr que les deux porteuses utilisées soient bien l'une en cosinus et l'autre en sinus, on a généré l'une à partir de l'autre. Donc on commence par générer la porteuse en cosinus. On utilise ce signal dans le modulateur d'en haut. Et puis la même porteuse, on la déphase exactement de 90 degrés pour obtenir exactement une porteuse en sinus. Et on utilise ce nouveau signal dans le modulateur du bas. Et puis on va additionner les deux. On va additionner les deux et on va obtenir à la sortie de l'additionneur qui est là, ce qu'on appelle un signal multiplex. Alors en signal multiplex, ça veut simplement dire un signal qui superpose plusieurs composantes. Alors effectivement, ici on superpose plusieurs composantes parce qu'on constitue une somme de deux signaux. Et on les additionne entre eux. Donc le signal multiplex S de T, il s'écrit comme ça. Vous voyez, on a une somme de deux termes. On a un premier message qui multiplie la porteuse en cosinus. Et puis on a un deuxième message M2 de T qui multiplie la porteuse en sinus. Et donc on constitue une somme de deux signaux modulés. Et c'est ce signal multiplex qui est la somme de deux composantes qu'on va envoyer sur le canal. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce signal multiplex, qui est donc la superposition de deux signaux modulés, on peut facilement le démoduler et récupérer de manière indépendante les deux messages M1 et M2 qui se cachent à l'intérieur. Pour ça, on va constituer deux branches de démodulation, un détecteur cohérent ici en haut, constitué de ces deux étapes habituelles. On a d'abord le modulateur produit qui est attaqué par la porteuse locale, et puis on a le filtre passe-bas. Okay, et on sait bien qu'en sortie de ces deux étapes, les deux rectangles pris ensemble constituent le détecteur cohérent. Bien, en sortie du détecteur cohérent, on va retrouver à une constante près le premier message. Et ce qui est intéressant, c'est que si la porteuse ici qu'on a utilisée pour faire la démodulation, si cette porteuse-là a un déphasage qui est parfaitement nul, on a vu ensemble que ce n'était pas trivial pour y arriver, eh bien, l'effet de cette démodulation sur le deuxième terme de la somme ici va être égal à 0. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver avec AC M2 de T fois sinus 2 pi FCT fois cosinus de 2 pi FCT. Donc on a du sinus fois cosinus. Ok ? Et ça va donner quoi ? Sinus de pi FCT fois cosinus de pi FCT à un facteur 2 près, c'est la même chose que sinus de 4 pi FCT. Et ce sinus de 4 pi FCT, il va parfaitement disparaître par passage à travers le filtre passe-bas qui est là. Et donc ici, en sortie du démodulateur d'en haut, on va retrouver uniquement le premier message. Il n'y aura plus aucune trace du deuxième terme de la somme. Et inversement, dans la branche du bas du récepteur, qui elle va être attaquée uniquement par le sinus de la porteuse locale, on va récupérer uniquement le deuxième message. Et le premier terme de la somme qui est là, lui, va donner une contribution nulle à cette sortie. Okay ?
Donc pour que ça fonctionne, il faut que la détection soit parfaitement synchrone et cohérente. Alors au niveau du vocabulaire, ça veut dire quoi ça? On parle ici, dans le contexte d'une modulation analogique, d'un détecteur synchrone et cohérent. Alors un détecteur synchrone, c'est un détecteur qui utilise une porteuse locale qui oscille exactement à la bonne fréquence. Donc la fréquence de la porteuse ici, locale, ça doit être exactement FC, donc le même FC que celui qui a été utilisé dans l'émetteur. S'il n'y a pas d'erreur de fréquence, on pourra dire que le détecteur il est bien synchrone. Et le terme cohérent, lui, il réfère au fait qu'il n'y ait pas d'erreur de phase. Donc ça va bien être 2πfct plus 0. Hein, c'est pas plus phi, c'est plus 0. Il n'y a pas d'erreur de phase. S'il n'y a pas d'erreur de fréquence, on est synchrone. S'il n'y a pas d'erreur de phase, on est cohérent. Et donc dans le cas idéal qu'on a présenté ici, on est à la fois synchrone et cohérent. Okay. Donc si cette double condition est bien respectée, hein, on va réussir à reséparer les deux messages M1 et M2, et dans les deux branches de démodulation, on va récupérer le message M1 dans la branche du haut et le message M2 dans la branche du bas. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant si on fait la même chose que ça, mais avec une petite erreur de phase? Autrement dit, on va attaquer ici les deux modulateurs produits, non pas avec cosinus de πfct et sinus de πfct, mais en haut, on va avoir du cosinus de πfct plus phi, et en bas, on va avoir du sinus de πfct plus phi. Qu'est-ce que ça va avoir, à votre avis, comme effet sur les deux signaux démodulés, M1 et M2? Autrement dit, qu'est-ce qu'on va avoir plutôt que M1 et M2? Déjà, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dans le cas d'un simple détecteur cohérent, donc sans faire de modulation en quadrature comme ici, qu'est-ce qu'on a comme effet avec une erreur de phase? Plutôt que d'avoir M1, on a quoi? On a M1 fois cosinus phi. Ok? Donc de manière symétrique, en bas, si on fait une erreur de phase et qu'on attaque non pas avec sinus de πfct, mais avec sinus de 2πfct plus phi, plutôt que d'avoir M2, on va avoir M2 fois cosinus phi, même chose. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, hein. Ce ne sera pas le seul effet. Donc ici en haut, si on fait une erreur de phase, on aura M1 cosinus phi, mais en plus, le terme qui ne nous intéresse pas dans la branche du haut, c'est-à-dire le deuxième terme ici, lui, il ne va pas donner 0 ici. Il va donner une contribution non nulle. Et donc dans la branche du haut, plutôt que d'avoir M1, en fait on va avoir M1 cosinus phi plus M2 sinus phi. Et dans la branche du bas, plutôt que d'avoir simplement M2, on va avoir M2 cosinus phi plus M1 sinus phi. Donc il va y avoir un double effet, si vous voulez. À la fois, le message qu'on cherche à récupérer va être légèrement atténué parce qu'il va se faire multiplier par cosinus phi. Et à la fois, on va avoir un terme supplémentaire qui va venir se rajouter, qui sera égal à l'autre message, celui qu'on ne veut pas récupérer, fois sinus phi. Ok? Et dans le cas idéal, où il n'y a pas d'erreur de phase, donc phi est nul, bah, le cosinus phi sera égal à 1, et donc l'atténuation va disparaître, et le sinus phi sera égal à 0, et donc le terme perturbateur qui vient de l'autre branche va disparaître également. Donc ça, c'est le principe de la modulation d'amplitude en quadrature, c'est-à-dire que sur une même porteuse, on va pouvoir moduler deux messages. Le premier M1 va utiliser le cosinus de la porteuse, et le deuxième M2 va utiliser le sinus de la porteuse. Et on fait la somme des deux. Et en faisant la somme des deux, on obtient donc ce qu'on appelle un signal multiplex. Ce qui est important de bien voir ici, c'est que les deux termes de la somme vont occuper la même bande de fréquence. Donc chacun de ces deux signaux modulés, le premier terme et le deuxième terme, ils vont tous les deux avoir un spectre qui ressemble à ça. Okay? Et donc au niveau fréquentiel, ils sont mélangés. Donc au niveau temporel, ils sont mélangés parce qu'on a fait un plus.
on les a additionnés, et au niveau fréquentiel, ils occupent tous les deux la même bande de fréquence. Donc on ne pourrait pas par filtrage séparer l'un de l'autre. Okay, les deux termes de la somme ont tous les deux un spectre qui va ressembler à ça. Et donc la seule manière de les séparer, c'est d'utiliser ici deux branches de détection cohérentes qui sont décalées l'une par rapport à l'autre, exactement de 90 degrés. Et la séparation des deux termes de la somme, donc des deux signaux multiplexés, va bien se faire à condition que l'erreur de phase soit nulle. Alors comment est-ce qu'on fait au niveau du récepteur ici, et au niveau de l'oscillateur local, pour générer une porteuse qui soit à la fois synchrone et cohérente, pour générer une porteuse qui ait la bonne phase, c'est-à-dire ici un déphasage égal à 0. On ne peut plus utiliser une boucle de Costas comme on l'a fait là. Parce que dans la boucle de Costas, on avait une branche supérieure qui servait à démoduler le signal, et la branche inférieure, elle, comme il n'y avait pas de signal, il n'y avait pas de deuxième message modulé en sinus, la branche du bas, quand tout se passait bien, elle donnait en résultat égal à 0. Et dès qu'on s'écartait de 0, on savait qu'on avait un signal d'erreur qui servait à piloter l'oscillateur contrôlé en tension. Ici, ça ne marche plus, évidemment. Parce que dans la branche du haut et dans la branche du bas, on est censé avoir des vrais messages démodulés. Donc on ne peut plus utiliser le signal qui se présente ici dans la branche du bas comme signal de correction pour accélérer ou ralentir l'oscillateur. Ça ne marche plus. Parce que la branche du bas, elle sort un vrai message même quand tout va bien. Donc on ne peut plus utiliser une boucle de Costas pour démoduler un système en quadrature comme ceci. Et en général, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'envoyer sur le canal la somme des deux termes qui est là, on va rajouter un troisième terme qui sera une porteuse non modulée. On va envoyer un petit bout de porteuse toute seule qui va constituer ce qu'on appelle un signal pilote. Parce que cette porteuse toute seule, elle contient la bonne phase, en quelque sorte. Et si le récepteur est capable de récupérer cette porteuse toute seule par filtrage, elle va extraire la phase de la porteuse de manière à synchroniser son oscillateur local et générer ici le cosinus et le sinus de la porteuse avec la bonne phase. Donc on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un signal pilote qui va permettre au récepteur de récupérer la bonne phase pour démoduler correctement le signal M1 d'un côté et le signal M2 de l'autre. Donc ça, c'est le principe de la modulation d'amplitude en quadrature. Voilà, maintenant on va faire une petite pause, et après la pause, on parlera de la modulation SSB. Donc je propose qu'on se... Oui ? J'ai une petite question. Dis-moi. Comment on fait pour séparer le signal multiplex? À la fin, comment on obtient AC pour M1T seulement? Ici? Oui, exactement. Eh bien, d'abord considère qu'il n'y a que le premier terme. S'il n'y a que le premier terme, on est dans le cas de la détection cohérente qui est là. OK ? Ok. Et ça, tu sais déjà bien que après le filtre passe-bas, on va obtenir le terme qui est là, le deuxième terme. Oui. Donc tu as simplement le message fois cosinus phi. Et donc si phi est nul, cosinus phi vaut 1, et il va rester le message. Oui. OK ? Donc ça, c'est ce que tu obtiens ici en sortie, si tu supposes que ici à l'entrée, tu n'as que le premier terme. Maintenant, à ça, tu dois ajouter le fait qu'il y a aussi le deuxième terme qui est présent, qui va aussi passer dans la branche du haut. Oui. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir sinus de pi fct fois cosinus de 2 pi fct. Donc c'est du sinus fois du cosinus. En fait, ça fait 1/2 fois le sinus de la somme. Oui. Plus le sinus de la différence. Plus le sinus de la différence. Donc tu vas avoir du sinus 4 pi fct qui va disparaître par le filtre passe-bas. Et puis tu vas avoir du sinus de la différence.
Et là, tu vas avoir la différence, ça va être 2 pi FCT moins 2 pi FCT, ça fait 0. Donc ça fait sinus de 0. Oui, d'accord, merci, j'ai compris. Voilà. Ok, donc on fait une pause, on se retrouve à 15 h, ça va ?